The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. Première partie. Les satellites de surveillance glissaient lentement sur leurs orbites, observant la vie qui s'écoulait sur Materwan. Ils observaient les nuages, les océans, la taille des villes, les parcours des autoroutes, les mouvements de citoyens, les départs de vaisseaux. Et justement aujourd'hui, nombre d'entre eux étaient pointés dans une direction inédite, l'espace proche de Materwan, l'orbite de transit. Les objectifs se focalisaient sur le plus grand déplacement interplanétaire de population de l'histoire de l'humanité. J'ai nommé l'Exode. Sept transporteurs, soit plus de 350 000 personnes, presque 3 millions de tonnes de métal, de vivres, de passagers, de frais, d'armement, provenant des quatre coins de la planète et représentant la quasi-totalité des corps de métier existants. La flotte se ravitaillait à la station d'accueil numéro 1. Surnommée Maman Lolo par les marins de l'espace en référence à sa fonction de nourrice des véhicules spatiaux. Cela prendrait donc une bonne semaine pour remplir les cuves et les équipages en profitaient pour peaufiner le travail, les préparatifs, révisions et demandes supplémentaires de matériel. Les passagers s'installaient dans leurs nouvelles fonctions et quartiers. Bref, nous étions à la seconde étape du préparatif de départ. Phil terminait sa ronde avec l'équipe de maintenance. Les structures du vaisseau le laissaient un peu douteux quant à leur fiabilité à long terme et il vaudrait mieux ne pas collectionner les tempêtes de météorites. Mais pour un voyage de 3 ans avec un bon entretien, il se faisait fort d'amener tout le monde à bon port. Ces kilomètres de circuits, vannes et autres ponts en avaient connu des transitions hyperspatiales. Un moment délicat dans les voyages spatiaux. Et il allait falloir prendre soin de cette vieille dame. Prenant congé de ses collaborateurs, il retourna se changer dans sa cabine. Sous les yeux ensommeillés d'un Vivagel ronflant et bien nourri, il enfila une tenue civile. La dernière fois qu'il avait visité Maman Lolo, il n'était qu'un enfant en classe de voyage d'été. Aux portes d'un départ définitif de cette région de l'espace, il lui semblait judicieux d'aller y faire un dernier petit tour. Red Universe à suivre.
The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. Deuxième partie. Phil posa la main sur l'interface d'ouverture de la cabine, tout impatient de faire un peu de tourisme. La porte s'ouvrit et elle se trouva nez à nez avec deux yeux bleus perdus au milieu d'un ouragan de blondeur. Une clé magnétique à la main, une inconnue s'apprêtait visiblement à entrer dans la cabine de Phil par erreur, et elle ne s'attendait pas à la voir s'ouvrir toute seule devant elle. Elle hurla sous la surprise, lâchant ses clés. Phil poussa un par réaction. Et les deux protagonistes restèrent immobiles sans réagir sous le regard bovin d'un vivagel qui pensait que décidément les humains avaient de temps à perdre en bêtises. D'un clignement de cils, Phil détailla rapidement la jeune femme. Environ 25 ans, un peu plus grande que lui, une poitrine avenante et essoufflée, petites lunettes fines, une mâchoire volontaire, quelques taches de rousseur, à vue de nez une mécanicienne elle aussi, ce qui expliquait sa présence dans ce coin du vaisseau réservé au quartier d'équipage. 3 gros sacs bien remplis complétaient le tableau. Les deux éclatèrent simultanément d'un grand rire qui dura bien quelques longues secondes. En ces temps d'inquiétude sur l'avenir, ce genre de distraction était salvatrice. Oh, et excusez-moi, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un. Je crois que je suis perdu, s'excusa l'inconnu. Ce n'est rien, moi-même ce fut pareil à mon arrivée. Je me nomme Phil Good, puis-je vous aider avec vos bagages ? Répondit Phil. Non, je ne veux déranger personne, je cherche seulement ma cabine pour poser tout cela. C'est plus léger que ça en a l'air, vous savez, mais merci quand même, esquiva l'inconnu. Mais Phil se sentait d'humeur joueuse, il avait du temps à perdre. La sueur sur votre front démontre le contraire et ce serait un manquement au règlement que de laisser qui que ce soit à bord hors de la sécurité de sa cabine pour le départ. Je pourrais avoir, prenant alors une voix trop sérieuse, un terrible blâme, vous comprenez ? Hi, vous savez, le départ n'est pas prévu avant plusieurs jours encore, monsieur Good, rétorqua l'inconnu. Vous ne connaissez visiblement pas les dimensions de ce vaisseau. Nous avons tout juste le temps. Alors, nous allons où ? Les deux se remirent à rire de plus belle. L'inconnu lui tendit la main. « J'accepte votre aide avec plaisir, monsieur Good. Je m'appelle Adenor Kirishi, je suis seconde assistante ingénieure, normalement affectée à cette zone du transporteur. Tenez, regardez. » Elle lui tendit son affectation. Phil pria intérieurement que ses maigres connaissances du vaisseau suffisent à le guider. La chance était avec lui, elle était assignée à une équipe voisine de la sienne. « Oui, je vois, vous êtes pas très loin, 2 ponts à une centaine de mètres. » De sa main libre, il prit un des sacs qui semblait peser une tonne. Dites-moi, vous aimez voyager avec vos poids et haltères ? C'est un souvenir de famille ? Demanda-t-il tout en avançant péniblement. Oh, je vous prie de m'excuser, je suis une collectionneuse de pierres rares, cristaux, minéraux, etc. Et là, vous avez une partie de ma collection avec vous. Je peux prendre le sac si c'est trop lourd pour vous, insinua-t-elle avec malice. Phil, touché dans son orgueil, serra les poings et, tâchant de ne montrer aucune difficulté, sortit bravement un « Non,
Aucun problème, je me posais juste la question, c'est tout. Oh, merci vraiment, vous êtes gentil. Pour vous remercier, vous m'inviterez ce soir. Vous serez la première personne que je connaîtrai dans ce voyage. Acceptez-vous de me supporter encore quelques heures? Ce sera un plaisir. 21h, ça vous va, mademoiselle Kirishi? S'enquéra Phil, tentant de sourire. Parfait. Appelez-moi Adenor, très cher Phil. Entre deux souffles, Phil croisa une œillade de la jeune femme à son attention. S'il n'y avait pas ces kilos de minéraux, la situation serait presque agréable. Red Universe à suivre. The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 3e partie. Ralato montait 4 à 4 les marches de l'escalier le conduisant au bureau du contre-amiral. C'était un endroit qu'il arpentait souvent, apportant avec lui rapports et analyses destinés personnellement à son chef. En effet, ce passage était secret, dans les plus pures traditions des romans du passé, et il n'était connu que d'une toute petite poignée d'élus. Il partait de l'armurerie de la garde, située à 200 mètres environ du ministère de la Défense, pour aboutir directement dans le bureau du ministre. Et actuellement, ce poste était dévolu au redoutable Pophéus. Arrivé en haut des marches, devant la porte blindée, Ralato pressa de 2 doigts l'interrupteur mural, puis s'installa dans l'attente. Un discret signal venait d'indiquer à son chef que quelqu'un désirait le voir depuis le passage secret. Maintenant, suivant son activité et ou la présence d'importuns autour de lui, il allait attendre le moment qu'il jugerait propice pour ouvrir le passage et laisser entrer le discret interlocuteur. Et cela pouvait être long, voire très long. Une araignée se laissait descendre de la voûte du plafond, visant peut-être quelque autre insecte plus bas. Vu la luminosité ambiante, on ne pouvait guère le savoir. Ce passage datait du début de la royauté. Il avait plusieurs centaines d'années et n'était jamais nettoyé et était évidemment humide. Un jour, il faudrait qu'une femme de ménage passe ici, et sans doute 1 ou 2 ouvriers. Puis il faudrait les faire tous disparaître pour conserver le secret. De toute façon, le lieutenant Ralato Uli était patient et ne prêtait que peu d'attention à ces détails. Ses aptitudes de mental lui permettaient de mettre à profit ses moments d'inactivité de multiples manières. Cela allait simplement de surveiller les activités de son futur interlocuteur,
Une fois, il était même reparti boire un petit apéritif à l'armurerie, car le contre-amiral était occupé à prendre du plaisir avec son ancien mignon, autant dire que rien ne pressait alors. Mais également, il pouvait entendre les pensées de toute personne passant dans son rayon d'action, soit quelques dizaines de mètres. Cela allait de liaisons avec des secrétaires, aux sombres machinations du service de renseignement de l'armée, de dettes de jeu des attachés militaires aux simples disparitions d'objets usuels. Pour espionner les différents étages, il suffisait à Ralato de faire le yo-yo dans l'escalier, parcourant secrètement les tribulations de pratiquement tout le monde au ministère. C'était ainsi qu'il avait découvert le double jeu de l'espion d'Azala, qui partageait son temps entre turpitude sexuelle avec Pophéus et écriture de rapports pour l'ancienne princesse. Forcément, cette information avait fait pencher la balance en faveur du bannissement de l'ancienne héritière du trône pour l'Exode. Red Universe à suivre. The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 4e partie. Le lieutenant Ralato se concentra sur le bureau du contre-amiral Pophéus. Non, l'interlocuteur de son chef était toujours présent. Ralato allait devoir encore patienter. Il prit appui sur son autre jambe et replongea dans ses pensées. Un cas intéressant que la princesse Azala. S'appuyant sur une population habituellement peu encline à se laisser guider par qui que ce soit, elle était passée au travers des tourments de la révolution Castix, conservant sa fortune familiale et même certains privilèges, alors que son père n'avait pu conserver jusqu'à sa propre vie. Puis elle avait réussi à créer un réseau pro-royauté que les services de Pophéus avaient du mal à désorganiser correctement, cloisonnant ses cellules au point que certaines ramifications se retrouvaient dans l'armée ou dans des cabinets ministériels et se croisaient sans se connaître. Cependant, la majorité de ses partisans étaient d'obscurs employés ou fonctionnaires qui accomplissaient leur travail de fourmis espions avec zèle et il fallait les écraser un à un. Autre preuve de l'originale personnalité de la princesse, la redoutable Benkana elle-même, guerrière farouche et reconnue, qui pourtant avait pour mission de la surveiller et de l'entraver, avait pris fait et cause pour la princesse et s'était même retrouvée dans son lit. Ralato lui-même n'en revenait pas encore.
bonne partie du réseau royaliste s'était retrouvée dans l'Exode. Mais qu'allait-il advenir des partisans restés sur place? Une des priorités des services de Pophéus était de les retrouver et de les neutraliser. Mais déjà le mental sentait qu'on ne pourrait en rester là. La flotte était, de par sa composition, une grave menace, un formidable danger potentiel dont on risquait d'avoir à payer la note dans plusieurs générations. Certaines précautions avaient été prises, certes, mais c'est de génocide qu'il aurait fallu parler, et pas de traceurs, espions, entraves. Le contre-amiral et lui étaient du même avis sur ce sujet. Sans la couardise des autres nouveaux dirigeants, qui trouvaient que commencer une nouvelle république par un immense massacre faisait tache dans les livres d'histoire, ce seraient des mines explosives et pas des vivres que l'on chargerait actuellement sur Maman Lolo. En plus, les livres d'histoire, ça serait écrit. Mais trêve de tergiversation, le rendez-vous de Pophéus s'éloignait enfin, et d'ici peu, la porte allait s'ouvrir. D'après le sondage des pensées de celui qui partait, le maître de ces lieux n'était pas de bonne humeur. La nouvelle que Ralato apportait allait au moins lui redonner du sourire. Une petite lumière bleue au-dessus de l'interrupteur mural, un discret claquement, et Ralato put ouvrir la porte, s'introduisant dans le bureau du ministre de la Défense. Red Universe à suivre. The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 5e partie. Le lieutenant Ralato était un homme efficace, sans ces notions de bien ou de mal qui ternissent la réputation d'un bon agent. Le contre-amiral Pophéus le savait et appréciait les qualités de celui qui était son second, ou pourrait-on dire dans d'autres périodes son âme damnée. Ses facultés de mental étaient un plus extraordinaire dans le métier qu'il exerçait. Mais il y avait d'autres manteaux dans les murs du ministère de la Défense. Non. Ce que Pophéus admirait chez son lieutenant, oui, on peut parler d'admiration, c'était cette logique implacable, cette terrible machine à calculer qui occupait le cerveau de son adjoint. N'avait-il pas proposé lui-même son propre frère Fabio pour servir au sombre projet de déstabilisation de la flotte dans l'espace? Une vraie mission suicide pourtant. Avait-il hésité à faire torturer l'espion d'Azala ou à faire disparaître de si nombreux témoins que Pophéus lui-même ignorait leur nombre exact?
Cependant, malgré toutes ces preuves de loyauté indubitables, le contre-amiral savait que s'il fallait se méfier de ses ennemis, il fallait encore plus se méfier de ses amis. Ralato était un mental qui connaissait tous les rouages, tous les secrets de la mécanique Castix. Il avait potentiellement la connaissance de tous les mensonges intimes de toute personne croisant son chemin, allant jusqu'à connaître leur subconscient. Un être aussi doué et efficace aurait dû être lui-même supprimé, car sa menace était terrifiante dans le milieu des comploteurs et des espions. Mais là encore, Pophéus, lui, n'avait rien à craindre. Le destin, qui avait été si généreux avec lui, avait offert un cadeau dont le prix était inimaginable. Un accident lors d'une expérience. C'était il y a quelques années, lors de la préparation de l'assassinat de plusieurs hauts fonctionnaires du palais royal. Pophéus, haut responsable militaire, collaborait en secret avec un savant, dans l'espoir de développer une arme mentale qui ne laisserait pas de traces. C'était un psychiatre, le docteur Carmack. Plus exactement, c'était un fou dangereux qu'on avait sauvé in extremis de la sentence de la cuve électrique pour toute une série d'expériences qu'il avait commises au nom de sa science. Expériences qu'il put reproduire à loisir dans un satellite artificiel que l'armée lui mit alors à sa disposition. Ses recherches portaient sur les manteaux. Il voulait découvrir comment s'accaparer leur pouvoir, et également comment s'en protéger. Encore maintenant, la meilleure protection contre un mental reste un autre mental. Mais comme dit l'adage, qui protège du protecteur? Donc Carmack farfouillait dans le cerveau de ses victimes, tentant de comprendre. C'est lui qui avait par exemple découvert l'incroyable existence de Ralato Uli et surtout de son frère, le plus puissant mental de tous les temps, Fabio Uli. Un petit buzzer sortit le contre-amiral de ses rêveries. Cela lui arrivait de plus en plus souvent de partir voguer dans sa vie, un peu comme des moments de fatigue où il ne pourrait retenir son esprit dans l'époque actuelle. D'après son agenda, il avait rendez-vous dans 1 heure à l'ancien palais royal, où se trouvait désormais le Conseil de la Révolution, une assemblée où les 12 chefs du mouvement décidaient 1 fois par semaine de se retrouver pour définir la conduite à tenir sur Materwan. Il toucha l'interphone. « Que mon chauffeur m'attende en bas, nous partons pour le palais du Conseil de la Révolution dans 5 minutes. » Red Universe à suivre. The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 6e partie.
Fabio Uli, Carmack, les manteaux. Dans son véhicule entouré de l'armada habituelle au déplacement des personnages importants de l'État, le contre-amiral Pophéus se laissa à nouveau vaguer dans ses pensées. Il sentait confusément que quelque chose d'important se trouvait dans l'origine des manteaux, mais il ne savait pas quoi. Ralato Uli était un personnage efficace et dangereux bien avant ses propres pouvoirs de manteau, tandis que son frère Fabio, lui, était dangereux de par ses pouvoirs même. Et comme par hasard, il était le seul mental affilié à un autre mental connu. Normalement, il y a plusieurs dizaines de générations entre deux manteaux dans une même lignée, et encore, quand il y en a deux. Certaines familles princières s'enorgueillissaient d'avoir eu 3 manteaux dans leur famille sur 17 générations. Une gloire un peu forcée, car on pouvait trouver cette statistique chez n'importe quelle famille de Materwan. Le contre-amiral soupira. Il lui aurait fallu le professeur Carmack pour répondre à ces questions. Et cette pensée le ramena tout naturellement à son accident. Avant de découvrir Fabio Uli, Carmack avait tenté une expérience. S'il ne pouvait reproduire avec exactitude les pouvoirs d'un mental malgré des années de recherche, il avait trouvé une piste pour transférer ses pouvoirs d'un individu à un autre. Cela entraînait la mort du mental d'origine, mais dans certains cas, on avait constaté l'apparition de facultés propres au manteau chez le sujet de destination. Exalté par sa découverte, il avait invité toute une clique de généraux et autres hauts gradés de l'armée pour une présentation au sein même de son satellite. Pophéus en faisait évidemment partie. C'était en fin de matinée durant le mois de septembre, lui semblait-il. Tous étaient arrivés sans encombre à bord d'une navette militaire dont le plan de vol était tenu secret, comme tout ce qui avait trait à ce satellite. Accueillis à grand renfort de remerciements par Carmack, débordant de joie, comme un enfant ayant une bonne note à montrer à ses parents, les dignitaires prirent place pour assister à l'expérience. Ils furent installés sur des gradins suspendus au-dessus d'une pièce sans plafond de 10 mètres de haut, et on leur avait distribué quelques rafraîchissements dans l'attente du commencement de l'expérience. Au centre de la pièce se trouvaient 2 lits, déjà occupés par 2 personnes, toutes 2 endormies sous sédatifs. L'une était attachée par de robustes sangles, sans aucun doute le mental, l'autre était en paix, le volontaire receveur. Une sorte de machine de démence, formée d'une multitude de prismes tournant sur eux-mêmes, trônait entre les 2 protagonistes, et de la base de l'engin partait un fil unique, fin et translucide, dont l'extrémité était fixée par chirurgie à la base de leurs nuques respectives. Enfin, de nombreux appareils de contrôle médicaux surveillaient en permanence l'état des patients. Et 2 infirmiers veillaient bien sûr dans un coin de la salle. Le contre-amiral était aux côtés du psychiatre pour présenter le futur exploit. Quelques formules d'introduction, quelques présentations, et voilà que l'expérience pouvait commencer. Red Universe à suivre.
The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 7e partie. Le rapport déterminera bien plus tard que la disposition des protagonistes était la clé de l'accident. Au centre, la machine et les deux cobayes, surplombés par des gradins en métal, et entre les deux, un gradin en métal spécial avec Pophéus et Carmack debout. Parmi les facteurs négligés par le psychiatre fou, un communicateur portable à long rayon d'action dans la poche de Pophéus, et une éruption solaire de forte intensité alors que le satellite n'était pas protégé derrière la planète Materwan. Sur le dit rapport, on reconstitua la chronologie suivante. 9h59. Explosion à la surface du Soleil. Une vague solaire électromagnétique s'éloigne à la vitesse de la lumière vers Materwan. 10h05. Début de l'expérience. 10h10. Pophéus reçoit un appel. Le destin étant joueur, il s'agissait du rapport de réussite de la rafle de Fabio et Ralato dans les bas-fonds de Materwan. « 10h16. La vague solaire atteint le satellite de plein fouet. Les perturbations électromagnétiques font sauter les disjoncteurs. Les générateurs secondaires s'activent automatiquement. 10h17, 05 secondes. Les gradins produisent un effet de concentration des ondes électromagnétiques et les dirigent sur l'appareil à prisme. 10h17, 09 secondes. Le mental, normalement sous sédatif, se réveille les yeux exorbités et hurle comme un fou, alors que du sang gicle soudain de plusieurs orifices naturels, dont le nez, les yeux, la bouche et les oreilles. « 10h17, 11 secondes. Un arc électrique puissant se forme entre la machine et le gradin de Pophéus et Carmack. Le métal du communicateur de Pophéus amène directement la charge à ses tempes, tandis qu'elle irradie dans le corps de Carmack. 10h17, 23 secondes. Tous les générateurs secondaires encore en activité sont coupés, l'arc électrique s'arrête et les lumières de secours s'éteignent. La station entière entre dans l'obscurité. Les systèmes de survie sont coupés. 10h18. Le contre-amiral Pophéus ainsi que le psychiatre Carmack s'évanouissent dans leur gradin. 10h19. Le mental meurt, en envoyant une ultime pulsation psychique qui tue tous les êtres conscients à bord de la station.
11h24, le psychiatre Carmack se réveille et constate l'étendue du drame. L'oxygène ne s'est pas raréfié vu qu'il ne reste que 2 personnes en vie dans la station. 11h42, il appelle les secours grâce au système d'appel militaire par largage manuel de balises. Une demi-heure plus tard, un vaisseau militaire accostera à la station. Tous les généraux, les infirmiers, les auxiliaires médicaux, les gardes et les 2 cobayes avaient trouvé la mort. Le psychiatre n'avait en apparence que quelques brûlures internes, mais on diagnostiqua la formation d'un œdème au sous-lobe frontal. Une opération chirurgicale n'était pas possible. Il décédera quelques mois plus tard. Quant au contre-amiral Pophéus, il sortit du coma après quelques semaines, et mis à part de légères séquelles de mémoire immédiate ou de réadaptation et une brûlure à l'oreille, rien ne semblait anormal sur le plan physique ou psychique. À un détail près. À partir de ce jour, le contre-amiral Pophéus était devenu invisible à tout pouvoir mental. En fait, il n'existait pas pour les manteaux, sinon par leurs propres yeux. Pophéus était désormais au-dessus des manteaux. Il était le seul être de Materwan intouchable par leur pouvoir. Fabio allait en faire la douloureuse expérience quelques mois plus tard. Red Universe à suivre. The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 8e partie. Par le hublot de la navette de transport, Benkana regardait la voûte étoilée de l'univers où l'Exode allait bientôt s'engouffrer. Elle reconnaissait de nombreuses configurations d'étoiles parmi celles qui se présentaient à ses yeux. La formation du Calmote et ses 2 supernovas. Les plus gros gisements de lithium se trouvaient là-bas. Les somptueux nuages de poussière d'Helmut IV, la pouponnière d'étoiles. Et bien sûr les voisines du Sohel de Materwan. À quelques centaines d'années-lumière, les étoiles Adenor et Octava. Certes, pour un commandant de vaisseau spatial, c'était une obligation de savoir reconnaître la majeure partie de l'environnement stellaire autour de Materwan. Bien qu'à la première transition multispatiale, ce décor allait changer radicalement vu les distances parcourues. Mais il y a des traditions dans la marine, c'est comme ça.
Cependant, Benkana était tout d'abord cartographe, son métier originel, avant de grimper les échelons durant la révolution Castix. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Les hauts personnages qu'elle allait rencontrer avaient écrit l'histoire plus ou moins proche de cette révolution. Les plus hauts faits d'armes de la période avaient impliqué de près ou de loin au moins une de ces personnes, et en fin de compte, la commandant Aurora Benkana ne dérogeait pas à la règle, s'étant elle-même alors couverte de gloire. Se dessinant sur le clair de terre de Materwan, on pouvait apercevoir les silhouettes des cuirassés qui surveillaient discrètement le bon déroulement des opérations pour le compte du nouveau gouvernement Castix. Prudence est mère de toutes les sûretés, comme on dit. La navette amorça son virage pour se présenter dans l'axe de la piste d'appontage du transporteur numéro 1. Ce faisant, elle étala sous les yeux de la commandant les feux de la station principale de Materwan, Maman Lolo. Auréolée de milliers d'étoiles, bien plus animées que celles de l'espace tout autour, Maman Lolo brillait comme un phare où grouilleraient des centaines d'insectes attirés par sa lumière. Présentement des véhicules de transport, ravitaillement, surveillance, réparation, auxquels s'ajoutaient les vaisseaux en approvisionnement eux-mêmes, qu'ils soient cargo, véhicules de croisière, touristes, transport. Et la présence, accostée à 2 de ces docks de transporteurs de l'Exode, n'était évidemment pas faite pour calmer l'activité. Les préparatifs du voyage allaient bon train. Après 50 heures de travail ininterrompu, on annonçait enfin pour proche la clôture de l'approvisionnement des transporteurs numéro 2 et 5. Ce serait ensuite le tour des transporteurs numéro 1 et 3, puis celui des 4 et 6. Le transporteur numéro 7 de Benkana terminerait les 8 jours et quelques heures prévus à cet égard, et le grand départ final devrait normalement avoir lieu le lendemain. Il était dommage que seuls 2 docks pouvaient être mis simultanément à disposition d'un événement si inhabituel et d'une telle importance, mais Maman Lolo ravitaillait réellement plus des 2 tiers du transport spatial de Materwan, et elle n'avait que 4 docks. Déjà, la seule présence de l'Exode avait décuplé l'activité de la station d'accueil numéro 2, celle de l'autre côté de l'orbite de Materwan, plus modeste, mais qui arrivait à contenir le surplus avec un roulement frénétique de ses équipes. Les parois du hangar du transporteur numéro 1 emplirent l'espace visuel du hublot et la ramenèrent à la réunion qui allait avoir lieu à bord et qui justifiait son éloignement momentané de son transporteur. La première réunion de bord du Conseil suprême de l'Exode, les 7 commandants des 7 vaisseaux transporteurs. Red Universe à suivre.
The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 9e partie. Une à une, les arches du corridor défilaient autour de la commandant Aurora Benkana, tandis qu'elle progressait au travers du transporteur numéro 1 vers le lieu de la réunion avec les 6 autres commandants de bord de l'Exode. Les militaires de garde le long de son trajet faisaient partie du bataillon de ce vaisseau. Chaque vaisseau en contenait un d'une 60aine de membres avec quelques auxiliaires administratifs. Le corridor où évoluait Benkana avait été investi par la sécurité et interdit au public, réservé à l'arrivée des membres de la réunion. Enfin, plutôt de ceux qui ne prenaient pas la navette tubulaire extérieure. Il faut dire que Benkana faisait partie de ces hauts gradés, n'appréciant pas l'assistanat permanent dont faisaient l'objet les personnalités puissantes. Cela oscillait entre la servilité des bancs de suiveurs qui mendiaient une faveur ou un regard à longueur de journée, à l'attention étouffante des collègues proches et de confiance qui pensaient que le moindre effort entraînerait votre disparition. Benkana préférait le contact du sol, la rencontre des sons et des odeurs, des êtres humains sous son commandement. Même avec ces soldats anonymes figés dans un garde-à-vous protocolaire, il lui fallait ressentir le monde dans lequel et par lequel elle existait. Son ami le colonel Jeff Hill, une des figures principales de la révolution Castix, ou le commandant Harrington, symbole de la résistance des esclaves noirs à l'origine du mouvement de la révolte, étaient de la même sensibilité. On ne pouvait pas comprendre le moral de ces troupes ou extrapoler la conclusion d'une bataille si on ne percevait pas les ambiances. Le couloir fit un coude à gauche. La salle est dans cette direction, mon commandant. Lui indiqua en la saluant l'ordonnance placée à cet endroit. Poursuivant sa traversée du vaisseau, Benkana aperçut une seconde ordonnance à un croisement, une centaine de mètres devant elle. Le soldat venait visiblement de renseigner à l'instant un autre visiteur. Un mélange indéfinissable de parfums de musc, de cèdre et d'ylang-ylang parvint aux narines de la commandante. Elle pressa le pas. Son prédécesseur avançait visiblement plus lentement qu'elle. Normal, il boitait de la jambe gauche suite à une grave blessure due à un bombardement vers la fin de la guerre. Le coude du corridor passé, elle l'aperçut. « Colonel, alors, toujours tiré à 4 épingles ?» pensa-t-elle. Le colonel Jeff Hill se retourna avec un sourire, faisant volter sa parka de cuir. Toujours en appui sur sa légendaire canne de bois, il leva un poing vengeur. « Commandant Benkana, vous êtes la honte de l'armée, vous méritez le peloton d'exécution !» L'ordonnance, debout derrière Benkana, émit un hoquet de surprise. Red Universe à suivre.
Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 10e partie. Sans être décontenancée le moins du monde par les propos brutaux du colonel, la commandante se rapprocha de lui en rétorquant « Si moi je mérite le peloton d'exécution, mon colonel, alors que méritez-vous » Elle stoppa face à lui, les yeux bleus de Benkana dans les yeux bleus de Jeff Hill. Le colonel Jeff Hill provenait des mouvances anarchiques qui avaient remué le monde intellectuel et politique de Materwan il y a une quarantaine d'années. Et même s'il avait grandement changé, il en gardait plusieurs habitudes non protocolaires vis-à-vis de lui-même, de ses hommes ou de ses amis. Assez grand, mince, des cheveux ondulés noirs de jais surplombant un visage maigre qu'une longue barbe parfaitement peignée allongeait encore plus. Ses deux petits yeux pétillants d'intelligence étaient enfoncés sous des cernes bleues nuit, reliquats des longues soirées à veiller dans la clandestinité de la jungle pour préparer sa grande révolution populaire. En contraste avec cette existence de guérilla, Jeff Hill prenait systématiquement des allures de gentleman impeccable, propre, chic, toujours le même parfum, et des manières de prince, sauf avec Benkana. Éclatant soudain d'un grand rire commun, les deux amis tombèrent dans les bras l'un de l'autre, allant jusqu'à s'embrasser, ce qui choqua une nouvelle fois l'ordonnance, peu habituée à cette convivialité de la part de hauts gradés. « Dis donc, tu as pris du poids depuis l'année dernière, ne me dis pas que tu continues à te plaindre de ton petit bobo à la jambe pour avoir plus de roubiano de ta femme. Le temps ça, Benkana. » Le roubiano est un plat typique de la région de Materwan d'où sont originaires Jeff Hill et Benkana, c'est très nourrissant. « Toi aussi, tu as pris des rondeurs, Ashtuka, mais ta poigne est toujours solide. C'est bon de te revoir, petite sœur. » lui répondit Jeff Hill tout en enlaçant à nouveau sa sœur d'armes. Ashtuka signifiait « petite sœur » du côté d'où ils étaient originaires, et il avait donné ce surnom il y a longtemps à Benkana durant la guerre. « Viens, poursuivons le chemin, nous y sommes presque. Nous arriverons là-bas ensemble. » proposait-il. « Avec plaisir, John, » répondit la commandante. Red Universe à suivre.
The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 11e partie. La commandante Benkana et le colonel Jeff Hill progressaient le long du corridor qui les amènerait bientôt à la première réunion du conseil des commandants de l'Exode avant le départ. « J'avoue ne pas trop savoir à quoi m'attendre là-bas », interrogea Benkana. « À des retrouvailles de vieux amis, de vieux ennemis et de quelques inconnus que le virage pris par la République Castix aura fait fuir. Voilà ceux que nous allons rencontrer. » répondit Jeff Hill. « Si c'était si simple. Certes, Momumba sera également de la partie, on se sentira moins seul. »« Tu l'as revu récemment ?» demanda Aurora. « Oui, il y a une dizaine de mois, lors d'un grand rassemblement à la capitale, militant pour l'égalité des droits pour les minorités. Tu ne seras pas surprise d'apprendre qu'il était en tête de cortège et qu'il haranguait la foule comme un chef. »« Oui, bien sûr, il a toujours été comme ça. Je me souviendrai toujours de son attitude à El Mouta. La garnison d'en face nous a livré ses chefs et les clés après qu'il leur ait parlé pendant 1 heure au mégaphone. » Le colonel Jeff Hill partit d'un grand rire. Sacré Momumba, sa force a toujours été de ne pas comprendre que certaines choses étaient impossibles, et du coup, ça fonctionne. Mais dis-moi John, interrompit Benkana, comment comptes-tu aborder ta rencontre, toi, avec le général Sterling? Et ne me dis pas que vous allez tomber dans les bras l'un de l'autre. Sterling Price s'est pris une raclée, il l'a toujours admis. La bataille des Monts Athos, c'est loin, et nous nous sommes croisés déjà une fois par hasard. À l'époque, on s'était promis de refaire la bataille sur le papier avec des pièces d'échecs. Je pense que nous allons en avoir l'occasion durant les prochaines années. Tu prévois un voyage d'agrément, s'enquit Benkana dans un grand sourire. Pourquoi suis-je certaine que ça ne sera pas le cas? Parce que tout simplement je viens de le dire, donc ça n'arrivera pas. Et ils repartirent tous deux d'un grand éclat de rire, interloquant les gardes tout le long du corridor. La première rencontre allait donc avoir lieu dans le transporteur numéro 1. Après tout, cela paraissait logique. Au fur et à mesure des rencontres, on changerait de vaisseau pour des raisons de commodité, mais également pour souder un peu plus les élites et les faire se déplacer à l'intérieur de la flotte. La salle de réunion du premier transporteur, proprement dite, était un quadrilatère simple, encadrant une table circulaire destinée à accueillir une dizaine de personnes au plus. De dimension modeste, elle n'en possédait pas moins les dernières technologies. Au centre de la pièce, descendant du plafond, la pointe d'un émetteur holographique permettait d'afficher par exemple des cartes spatiales juxtaposées. Un des derniers coutus gadgets en vogue dans les administrations. Ce n'était pas la salle de meeting principale du vaisseau, mais comme cette première réunion était informelle, sans les collaborateurs de chacun, elle convenait parfaitement. Benkana et Hill passèrent les plantons de garde, puis le sas étanche, et pénétrèrent dans la salle. Ils étaient évidemment les derniers.
Red Universe à suivre. The Red Universe. La plus grande saga galactique jamais entendue en podcast. Tome 1, l'Exode. Chapitre 2. Au commencement était la flotte. 12e partie. Autour de la table, installés dans des fauteuils, se trouvaient les co-réunionnaires. Le général Décembre était le commandant du transporteur numéro 1. C'était lui l'hôte de ces lieux. Dans la force de l'âge, c'était un des anciens généraux de l'armée royale qui avait prêté allégeance à la jeune république castique avant d'être déçu par ce qu'il voyait. Ou plutôt probablement ce qu'il ne voyait pas, comme le commandant Bazavetch, à la tête du second transporteur. Les anciens nobles avaient vu leurs privilèges disparaître les uns après les autres, supprimés par une république voulant par là donner des gages au peuple de Materwan, mais reniant également la parole donnée aux anciens ennemis pour qu'ils rendent les armes. Sous l'Ancien Régime, Décembre était un comte et Bazavetch un baron. D'ailleurs, Benkana se demandait si ces personnalités de l'époque de la royauté n'avaient pas secrètement l'intention de recréer leur régime sur la future planète rouge. Le colonel Sterling Price, commandant du transporteur numéro 6, était également un comte de l'Ancien Régime, mais c'était avant tout un brillant tacticien, considéré comme un maître dans l'art de la guerre, jusqu'à sa fameuse bataille avec J.F. Hill, qui a détruit son mythe et poussé dans les sommets de la gloire son adversaire. Pourtant, Sterling Price ne semblait pas donner place à la rancœur contre Hill, et le regard qu'il lui lança semblait plus empreint de respect envers un valeureux adversaire qu'autre chose. Le colonel Sterling Price n'était pas un royaliste fanatique, et on disait même qu'il s'était déjà heurté à plusieurs exagérations ou inégalités du pouvoir royal durant sa jeunesse. D'ailleurs, sur ces terres, le servage avait déjà été aboli depuis plusieurs générations, et la famille Sterling Price était plutôt appréciée par les différentes couches sociales. Transporteur numéro 3 était sous la responsabilité du commandant Momumba Arlington, un autre frère d'armes de Benkana et Hill. Malgré l'instant assez martial d'une réunion entre militaires, il se fendit d'un appréciable sourire dans leur direction, ainsi qu'un petit signe de bienvenue amicale. Mais dans ses yeux, on sentait qu'il comptait bien, plus tard, fêter dignement leur retrouvaille. Le dernier membre de la réunion n'était plus militaire depuis plusieurs années, mais il avait gardé son grade dans la marine spatiale. Le commandant de vaisseau Yunta, responsable du transporteur numéro 4. Cet homme était entré dans la politique et avait plusieurs fois été ministre de la Défense ainsi que des Affaires spatiales. En fait, c'était certainement le seul personnage qui n'avait, semble-t-il, pas de raison de prendre part à l'Exode. Obscur capitaine royaliste durant la Révolution Castix, il avait renié ses anciens maîtres et s'était fait une place dans le nouveau pouvoir. Peut-être avait-il flairé, tout simplement, la possibilité d'une carrière encore plus florissante dans l'Exode, ainsi que dans le futur pouvoir politique qui naîtrait une fois arrivé à destination.
Seul citoyen civil des membres de la Réunion, c'était celui qui aurait certainement le plus de mal à imposer le respect parmi ses vétérans. Avec l'arrivée du colonel Jeff Hill et du commandant Aurora Benkana, respectivement à la tête du transporteur numéro 5 et 7, tous les participants étaient présents. Les plantons fermèrent les portes sur un signe du général Décembre, tandis que les derniers venus prenaient place dans leur fauteuil de cuir. La réunion allait pouvoir commencer. Benkana regardait ses condisciples. L'Exode était là, devant elle. Et maintenant débutait l'autogestion, qui devrait les amener jusqu'à Antares 4. Les espoirs d'une partie de l'humanité étaient dirigés ici et maintenant, sur eux 7. À côté du transporteur numéro 1, allaient et venaient les dizaines de ravitailleurs destinés à Maman Lolo qui brillait en permanence de ses 1000 feux, entourés des énormes transporteurs de l'Exode. Les croiseurs de l'armée castique sinuaient lentement au loin, surveillant d'un œil attentif le déroulement des opérations. Et autour de Materwan, les satellites tournaient encore et encore, relayant leur flot d'informations. Fin du chapitre 2. Radio Universe à suivre.